Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Fleur de Flow. Aujourd'hui, je reçois un invité un peu particulier. Il s'appelle Jean-Marc Berlioux. Au-delà du fait qu'il soit un scientifique dans le monde, dans tout ce qui est système d'information, il a été rédacteur en chef aussi d'une revue professionnelle. Il est auteur de plusieurs articles et a un livre à son actif. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est son appartenance à la franc-maçonnerie depuis plus de 35 ans, dans le Grand Orient. Il a accepté de répondre à toutes mes questions et vos questions que vous m'aviez envoyées pour un petit peu lever le voile sur ce mystère, sur cette organisation dite secrète. Il a une façon de répondre incroyable puisqu'il sait expliquer des choses qui paraissent compliquées de manière très simple et accessible. Je vous laisse tout de suite le découvrir. Donc bonjour Jean-Marc, bienvenue. Bonjour Anne-Sophie, merci de m'inviter. Merci à toi parce que... Comme vous pouvez le voir, il y a une petite décoration de tuyaux. Oui, voilà, c'est ça. Bon, j'ai un petit problème pulmonaire et donc j'ai de l'oxygène. Voilà. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher de faire l'interview. En principe, non, pas de problème. Voilà, tu es plutôt en forme là. Ça devrait aller. Mieux qu'il y a quelques mois. Absolument. Et c'est très gentil de me recevoir chez toi, donc à Paris. Voilà, dans ce magnifique appartement. Merci. Alors, Merci. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Oui. Quand même. Oh, quand on a 76 ans, on a eu un certain nombre d'expériences dans sa vie. Voilà, c'est normal. Alors, tu connais un peu le concept de La Fleur de Flow. On parle beaucoup de créativité. Oui. Et toi, tu es un invité un peu particulier parce que tu es aussi franc-maçon. On va rentrer dans le vif du sujet. Absolument. Voilà, donc au-delà d'être franc-maçon, tu as un parcours aussi de scientifique, c'est ça, ingénieur? Voilà, c'est ça. Ingénieur, et j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans le monde des systèmes d'information. Voilà, donc plutôt scientifique. Voilà. Mais tu es aussi un littéraire puisque tu as écrit pas mal de livres. Alors j'ai écrit, j'ai écrit un livre, mais j'ai écrit des articles, notamment dans des revues maçonniques. Et tu étais aussi rédacteur en chef dans un magazine professionnel. Voilà, exactement. Exactement. Voilà, pendant 6-7 ans, un truc comme ça. Oui. Alors là, j'ai écrit beaucoup d'articles. Beaucoup d'articles dans ma vie. Beaucoup. Et du coup, la franc-maçonnerie, c'est depuis combien de temps alors ? Alors écoute, j'y suis rentré en 88. Donc tu vois, ça fait. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans la franc-maçonnerie ? Alors, au départ, on y arrive un peu par hasard. En gros, j'avais entendu parler de la franc-maçonnerie. J'avais entendu dire que c'était un endroit où on pouvait échanger, réfléchir, etc. Et puis, j'avais un copain qui était franc-maçon et qui m'a proposé. Voilà. Qui t'a coopté. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Et toi, ton parcours, tu es né où ? On va revenir un peu sur ton parcours. Alors, moi, je suis né à Alger. Je suis pied noir. Oui. J'ai passé mon enfance à Oran. Je suis arrivé en 61 en France. J'ai passé 6-7 ans dans le centre de la France, à Vichy et Clermont-Ferrand. Et ensuite, j'ai passé 5 ans à Toulouse. Puis après, j'ai cherché du boulot. Oui. Et donc, je suis arrivé à Paris. Voilà. Et donc, la franc-maçonnerie, tu es rentré en 88 par une cooptation. Oui. Et alors, j'ai envoyé des messages sur Instagram aux gens qui voulaient un peu avoir des questions, qui voulaient un peu se cultiver sur la franc-maçonnerie, parce que ça intrigue. Bien sûr. Et on a déjà parlé ensemble, on a beaucoup débattu sur ça auparavant. Et je te disais souvent, je t'ai dit une fois, c'est quand même très secret. Et tu m'as répondu, ce n'est pas secret, on est discret. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est vraiment une des organisations les moins secrètes que je connaisse. Si vous demandez, par exemple, à Dassault Aviation, à Microsoft, etc., d'avoir les comptes rendus des conseils de stratégie, des conseils exécutifs, etc., vous ne les aurez pas. En maçonnerie, si vous voulez avoir les comptes rendus des convents, vous les avez. L'Église catholique, quand on fait une élection d'un pape, non seulement il est interdit de raconter ce qui s'y passe, mais si un cardinal le fait, il est excommunié. Chez nous, les élections des présidents du Conseil de l'Ordre, qu'on appelle les grands maîtres, c'est public. Hein. Donc il n'y a rien de secret. Il y a très peu de secrets. Alors il y a 2 secrets. Premier secret, c'est secret d'appartenance. Le micro. Pardon, oui. Le secret d'appartenance. Secret d'appartenance. Alors, c'est quoi le secret d'appartenance ? C'est le fait que je n'ai pas le droit de dire que
Monsieur Machin, Madame Duchemol et franc-maçon. Alors pourquoi ? C'est simple, c'est tous les dictateurs dans le monde ont toujours interdit la franc-maçonnerie et ont persécuté la franc-maçonnerie. Voilà. Et donc, si jamais demain en France, il y avait un gouvernement d'extrême droite très répressif, il est possible que les francs-maçons soient virés du secteur public, comme ça a été le cas avec Pétain, ou même mis en tôle. Donc, par sécurité, les francs-maçons préfèrent rester discrets sur leur appartenance. Voilà. Puis un deuxième secret, c'est que les francs-maçons partagent des secrets de leur vie et ça relève de l'intime. Et si j'ai un problème de couple dont je parle avec mes amis, si j'ai un problème avec mes enfants, si je me pose des questions philosophiques, si j'ai peur de la mort, etc., je vais en parler avec mes amis francs-maçons. Et je n'ai pas envie que tout le monde le sache. Voilà. Oui, c'est un peu comme un médecin avec le secret professionnel. C'est très exactement ça. Voilà. Et il n'y a pas une troisième chose dont on ne peut pas parler, le parcours initiatique du départ, de ne pas raconter le rituel initiatique? Alors après, l'idée c'est, ça se trouve sur Internet, vous avez tout sur Internet. Oui, on trouve tout maintenant. Voilà. Mais l'idée c'est, imaginez que vous achetez un roman policier. Si je vous dis, voilà, je vais te raconter, l'assassin c'est un tel, il a tué comme ça, etc. On appelle ça spoiler. C'est ça. Ok, bon. Les cérémonies maçonniques, c'est un truc pour aider à réfléchir, à marquer le coup, etc. Si je vous raconte tout, ça perd une bonne partie de sa valeur. Tout à fait, okay, voilà. C'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas publié par les obédiences, mais vous les trouvez. Alors les obédiences, pour ceux qui ne connaissent pas, alors voilà, parce qu'on va employer des fois des mots. Absolument. Oui. Alors, une franc-maçonnerie, en gros, en France, c'est 160 000 personnes, hommes et femmes. Simplement, les petits groupes d'amis, qu'on appelle les loges, c'est entre 30 et 50 personnes. D'accord. Okay, et ces loges, elles se réunissent en général 2 fois par mois. Voilà. Mais il faut avoir des locaux. Il faut, pour les locaux, il faut avoir des gardiens. Il faut faire le ménage. Il faut se mettre d'accord sur un règlement de fonctionnement, etc. Et donc, les loges, donc des petits groupes de 30 à 50 personnes, se fédèrent dans ce qu'on appelle des obédiences. En gros, c'est comme des clubs de sport qui ont une fédération. Ok. Voilà. Moi, je pratique le karaté. Il y a plein de clubs de karaté qui sont à la FFKMA, la Fédération française des arts martiaux et disciplines associées. Voilà. Oui, c'est vrai que tu as aussi ça comme discipline. Voilà. Les arts martiaux, tu es ceinture noire, c'est ça ? Voilà, c'est ça, de karaté. De karaté. Voilà. Quand est-ce que c'est né, la franc-maçonnerie ? Alors, ça vient de loin et plutôt des îles britanniques. Au départ, en gros, l'idée au départ, c'est que c'est un syndicat professionnel avec deux choses importantes. La première, c'est que c'est des gens qui travaillent sur des cathédrales, sur des immeubles, des monuments, etc. Quand un gars tombe de 20 mètres de haut, il y a peu de chances qu'il s'en tire. C'est sûr. Et s'il s'en tire, il est en chaise roulante le reste de sa vie. Et donc, à ce moment-là, il ne peut plus bosser. Et donc, s'il est mort encore plus, mais même s'il est handicapé. Bon. Et à ce moment-là, sa veuve et ses gamins, ils mangent comment ? Oui. OK ? Bon. Donc, assez vite, c'est une sorte de mutuelle, si vous voulez, si tu veux, qui va prendre en charge les accidents du travail. À la base, ça part de là. Alors, il y a ça. Voilà. D'accord. Et puis, il y a un deuxième truc, c'est, aujourd'hui, on a des diplômes. Je suis architecte diplômé, je peux montrer mon diplôme. Okay, à l'époque, il n'y a pas de diplôme. Donc, quand tu dis à l'époque, c'est quelles années ? Là, on est au XVIIe siècle, 16e, XVIIe siècle. Ok. Et
j'ai participé à la construction de la cathédrale de Paris, et puis je vais en Angleterre et je voudrais participer à la construction d'un château. Bon, le maître d'œuvre, il va me dire, vous savez faire ? Je vais dire, oui, oui, bien sûr. Mais qui le prouve ? Eh ben voilà. Ouais. Et ben voilà. Et donc, il y a une technique qui a été mise en œuvre, qui est le mot du maçon. C'est-à-dire qu'il y a un mot secret, et quand un maître maçon, donc quelqu'un de compétent, un architecte, etc., considère que quelqu'un a acquis une très bonne compétence professionnelle, il lui donne le mot de maçon. D'accord. Donc on ne sait pas ce qu'il est. Et à ce moment-là, quand le gars va dans un autre pays ou dans une autre région, etc., le maître d'œuvre lui demande « Est-ce que tu as le mot du maçon ?» S'il ne le connaît pas, c'est qu'il n'est pas du métier. S'il le connaît, alors on n'est pas absolument certain que c'est un très grand professionnel, mais en tout cas, il a été reconnu comme professionnel. À un moment donné, sur un chantier. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, ça, c'est les deux secrets. Voilà. Ok. Voilà. Mais je ne savais pas du tout. Et donc, c'est comme ça. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que c'était très attrayant pour les non-maçons de voir ce groupe qui était structuré, fraternel, qui se rendait, enfin, quand il y avait des problèmes, ils s'aidaient. Et donc, un certain nombre de non-maçons ont demandé à adhérer. Parce que c'était sympa, intéressant. Entraide, etc. Et donc, de plus en plus, il y a eu des non-maçons professionnels qui sont devenus maçons au sens spéculatif. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le groupe. C'était pas forcément des architectes, ou c'est ça. Ils avaient d'autres métiers. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu de plus en plus de gens qui n'étaient pas du bâtiment, qui sont rentrés dans la maçonnerie. Et alors, il y en a toujours, il y a certaines loges d'ailleurs, qui ne sont composées que de bâtisseurs techniques, enfin, voilà, que de gens du bâtiment, quoi. Mais de plus en plus, il y a des instituteurs, des avocats, des bouchers, des informaticiens, des bouchers, des artistes, parce que tu me disais que oui, beaucoup d'artistes, bien sûr. Était franc-maçon. Absolument. Mozart. Alors, il y a beaucoup de musiciens, et notamment de musiciens noirs américains, qui ont été de musiciens de jazz, qui étaient francs-maçons. Et oui, je ne savais pas ça. Non plus. Ouais. Alors, Mozart était franc-maçon, bien sûr. Sibelius était franc-maçon. Bon, voilà. Et tu me parlais des bâtisseurs, et il y a une phrase qui revient dans la franc-maçonnerie, c'est « à la gloire du grand architecte ». Alors, là, on est obligé d'ouvrir un tout petit peu. Oui. En réalité, il y a deux grands types de maçonnerie dans le monde. D'accord. Il y a une majoritaire et une minoritaire. Alors, la majoritaire est reliée à la Grande Loge unie d'Angleterre. Voilà. Et il y a une obligation dans ce genre de maçonnerie, c'est la croyance en Dieu. Alors, n'importe quel Dieu, ça c'est ouvert, mais obligation de croire en Dieu. Tu peux être bouddhiste, musulman, absolument. Mais il faut croire en un Dieu. Voilà. D'accord. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, les femmes ne sont pas admises. Ah, c'est dommage. Voilà. Je pourrais pas y aller. Ah non. Non. Pas très ouvert, ça. Ah non, ça c'est pas du tout ouvert. D'esprit quand même, la franc-maçonnerie. Alors, ça fait partie. En ce qui me concerne, la liberté, je ne serai certainement pas membre de ce type de maçonnerie. Voilà, donc toi tu n'es pas... Moi je ne suis pas dans une obédience, donc dans une fédération, qui est reliée à l'idéologie de la Grande Loge unie d'Angleterre. D'accord. Voilà. Mais ils sont majoritaires dans le monde. Ok. Voilà. Il y a une deuxième maçonnerie à laquelle dont je fais partie. J'appartiens pas. J'appartiens pas, mais je fais partie. Oui. C'est la maçonnerie libérale qui est fondée sur la liberté absolue de conscience. Alors, elle est minoritaire, mais en France, elle est probablement majoritaire. Voilà. Et donc, là, liberté absolue de conscience, ça veut dire, si je crois en Dieu, ben c'est très bien. Si je ne crois pas en Dieu, c'est très bien. Si j'ai une religion, c'est très bien. Si je n'ai pas de religion, c'est très bien. Si
je suis Une femme. une femme, c'est très bien. Ouais. Ça, Voilà. c'est récent quand même, non? Alors ça, c'est relativement récent. Ça Date de quelle année que les femmes puissent... Alors, c'est un peu compliqué parce que il y a des loges dites d'adoption à partir du XVIIIe siècle. La duchesse de Lamballe, par exemple, était franc-maçonne. C'était qui, la duchesse de Lamballe? Je la connais C'était pas. une grande copine de Marie-Antoinette. Ok, d'accord. Vraiment. Et elle était voilà. franc-maçon. Et elle Donc était c'est quand même- franc-maçon. Ça date d'un petit moment quand même. Ah bah ouais, c'est 18e Avant siècle. le droit de vote des femmes, là, pour Ah le oui, coup. très largement. Voilà. Ils étaient en Très- avance. Très largement. Alors, mais c'est une maçonnerie qui est considérée par la maçonnerie masculine comme un peu une sous-maçonnerie, même si elles ont des tenues, etc. Des tenues, c'est des réunions, je précise. des tenues, c'est des Ouais. réunions. Voilà. Ensuite, alors, au XIXe siècle, ça ferraille beaucoup, et notamment avec le mouvement féministe. Et on commence à voir apparaître des femmes francs-maçons vers la fin du XIXe siècle. Alors, les hommes à l'époque ne sont pas très féministes ou très ouverts d'esprit, ce qui fait que on a l'apparition de la première grande loge mixte, grande loge obédience, hein, c'est-à-dire Oui, un rassemblement de loges, en 1900. d'accord. Voilà, avec deux fondateurs, qui ne sont pas très connus, mais Maria de Rheims et Georges Martin, qui fondent une obédience mixte qui s'appelle le droit humain. Alors juste une remarque, le mot mixte Oui. est en général un indicateur de ségrégation. C'est-à-dire que aux États-Unis, par exemple, il y a des loges blanches et des loges noires. Et une loge mixte, c'est pas une loge dans laquelle il y a des femmes, de toute façon, il n'y en a pas. Bon. Non, Mais où il c'est y a une des loge noirs et des avec blancs. des noirs et des blancs. Ah ouais, c'est dur, là. D'accord. En Allemagne, il y a eu une franc-maçonnerie antisémite pendant des siècles. Ah oui. Et les loges mixtes, il y en avait deux principales à Francfort. Et loges mixtes, là encore, ce n'était pas des femmes, c'était des chrétiens et des juifs. D'accord. Ok. Donc, attention, chaque fois que vous avez le mot mixte, c'est pas... il y a une ségrégation par derrière. Vous avez ces deux grands types de maçonnerie. La maçonnerie anglaise, on va dire, Grande Loge Unie d'Angleterre, où on n'a pas la liberté absolue de conscience, et la maçonnerie libérale, dans laquelle on a la liberté absolue de conscience. D'accord. Et c'est quoi les trois principales valeurs? Je crois que c'est la liberté, c'est ça? Que ça soit les Anglais ou... Alors, au tout départ, ça a été fondé par deux ecclésiastiques britanniques, essentiellement un ministre de l'Église d'Angleterre, donc anglican, et puis bien aidé par un prêtre, enfin un pasteur, de l'Église écossaise. Donc protestant, catholique. Alors protestant. Ah, C'est protestant, deux protestant. variétés de protestants. Ok. Enfin, on va dire les anglicans, ils sont un peu intermédiaires entre catholiques et protestants. Mais un anglican, qui est le cœur en fait de l'invention de la structuration de la maçonnerie en Angleterre, et un écossais qui était presbytérien, comme on dit, hein, c'est-à-dire c'est une variante du protestantisme. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, pourquoi il fabrique ça? Il fabrique ça parce que l'ambiance à l'époque en Angleterre, sur le plan philosophique, c'est le déisme, c'est-à-dire une religion fondée sur la raison. Il y a tout un tas de philosophes qu'on ne connaît pas bien en France, mais qui animent la pensée. Oui. Et les religions, bah, évidemment, elles n'aiment pas beaucoup ça. Quand on dit toutes les religions se valent, ou l'important c'est la bonté, etc., l'ouverture, la bienveillance, etc., les églises, elles n'aiment pas ça. Voilà. Notamment l'Église catholique. L'Église catholique, elle dit, c'est moi qui ai raison. Et vous avez tort. Et vous avez tort. Voilà. Et donc, une organisation qui dit, bah, on va accueillir aussi bien des protestants, des catholiques, des anglicans,
différentes versions de protestants. L'Église catholique, elle n'aime pas ça. Voilà. Donc l'Église catholique va condamner très tôt les francs-maçons. Les francs-maçons, voilà. Mais donc le principe, c'est de faire rencontrer des gens qui sinon ne se seraient jamais rencontrés. Alors ça, c'est un truc fantastique dans les loges, c'est que vous rencontrez des gens que vous n'auriez jamais rencontrés avec des métiers, des métiers complètement différents, des origines complètement différentes. On a une limite, c'est le refus du racisme. Oui. C'est-à-dire, ça, je voulais qu'on en parle d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc c'est-à-dire que pour entrer en maçonnerie, c'est légal, mais en maçonnerie, ça ne fait pas partie de nos valeurs. On n'a pas le droit de dire tous les Arabes sont comme ceci, tous les Juifs sont comme ceci, tous les Noirs sont comme ceci, tous les homosexuels sont comme ceci, etc. Il faut réprimer tous les Arabes, tous les Juifs, tous les homosexuels. Tout ce qui est extrême droite, quoi. Eh ben voilà. Donc en gros, c'est incompatible. Voilà. Oh, c'est incompatible. Après, même si tu me disais qu'en Allemagne, il y avait quand même des loges antisémites à l'époque. Voilà. Mais alors, encore une fois, il y a plein de maçonneries différentes. Ah oui, il n'y en a pas une seule. Voilà. Et comme il y a plein de religions différentes. D'ailleurs, ce n'est pas une religion, c'était une question que j'avais aussi. Absolument. On m'a demandé est-ce que c'est une religion. Aucune religion. Voilà, je pense qu'on l'aura compris là. Chacun peut avoir sa religion. Ou pas. Toi, tu es par exemple athée. Voilà. Moi, je suis athée, en ce qui me concerne. Voilà. Après, moi, je n'aurais pas pu adhérer à la franc-maçonnerie allemande. Ah oui, qui était antisémite. Ah oui. Donc moi, j'aurais été révulsé par ça. De même qu'aux États-Unis, ça me gênerait énormément, et je n'adhérerais certainement pas à une loge blanche refusant les Noirs. Ah ouais, c'est incroyable. Et ça existe encore, ça? Ah oui, ça existe encore. C'est l'apartheid là-bas. Oui. Ah ouais. Alors, il y a de légères améliorations. Oui. C'est-à-dire que certaines loges blanches reconnaissent les loges noires. Mais ça n'est, à ma connaissance, ce n'est pas généralisé. Ah oui, en 2025, c'est dur là. Au départ, c'est clair, c'est les loges blanches qui ont refusé les noirs. Voilà. D'où le fait que un ancien esclave, d'ailleurs, Prince Hall, c'est son nom, a fondé des loges dites africaines. Oui. Et ensuite, c'est devenu toute une obédience, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de loges qui se sont fédérées et qui ont donné l'obédience Prince Hall aux États-Unis, qui est donc une obédience noire. D'accord. Parce que moi, j'ai lu des choses sur la franc-maçonnerie et le rapport qu'ils ont eu avec l'abolition de l'esclavage. Oui, alors, en France, en gros, les francs-maçons, ils essayent de faire au mieux pour l'amélioration de la société, chaque fois qu'ils peuvent. Donc, il y avait un gars qui s'appelait Victor Schœlcher, qui était un homme politique et qui s'est beaucoup battu pour l'abolition de l'esclavage et qui a finalement obtenu l'abolition de l'esclavage. Voilà, donc l'abolition de l'esclavage, c'est une conquête des francs-maçons. L'école libre et obligatoire et gratuite, c'est une conquête des francs-maçons. Et laïque. Et laïque, oui. Voilà. Ensuite, je dirais, toutes les grandes avancées sociales, il y a des francs-maçons derrière. La pilule contraceptive, oui. C'est Lucien Levert. Alors je peux le dire parce qu'il est décédé, donc voilà. Je ne trahis aucun secret. Là, voilà. Il l'a obtenu de Gaulle. Et ça n'a pas été si facile. Bon, mais Lucien Levert, il est franc-maçon. Enfin, il était franc-maçon. Parce qu'en fait, quand vous vous réunissez, vous travaillez sur des planches, c'est ça? Oui. C'est un sujet qui est lancé. Ça peut être un sujet sur très précis ou sur une valeur. C'est pour faire s'avancer soi-même. Voilà. Je crois que quand on rentre en franc-maçonnerie, il y a une espèce d'introspection aussi, d'essayer d'être meilleur soi-même chaque jour. Voilà. Alors, il y a 3 étapes, je dirais, en franc-maçonnerie. Ça fait partie de la méthode maçonnique. C'est-à-dire, le contenu, c'est vous-même, vos idées, votre progression, etc. Mais il y a une méthode maçonnique. Alors, la méthode maçonnique, c'est de dire, avant d'être un philanthrope et de faire du bien à la société, il vaut mieux être au clair avec soi-même. Et bien soi-même déjà. Voilà. Ah ouais, c'est mieux, oui. Voilà. Et donc,
la méthode maçonnique, c'est de dire on va faire 3 étapes successives qui durent chacune, on va dire 2 ans à peu près. Oui. Première étape, on appelle ça apprenti, c'est qui je suis moi-même, qu'est-ce que c'est ma liberté, qu'est-ce que c'est les trucs qui me contraignent, qui m'empêchent d'avancer, qui me pourrissent la vie, tout ça. Et est-ce que je peux m'en débarrasser un peu, beaucoup passionnément à la folie. voilà, pour être mieux dans mes baskets. Oui. Voilà. Bon, donc ça, c'est la première étape. Quand on a fait un peu le ménage, alors ça c'est une bonne psychothérapie, ça. Oui, c'est une psychothérapie. C'est une psychothérapie de groupe. Voilà, un peu. Exactement. Avec il n'y a pas un seul psychiatre, il y en a plusieurs. Exactement, voilà, c'est ça. Et justement, il n'y a pas de psychiatre. Non. Il y a juste des potes et des potesses avec qui on discute, etc., de façon ouverte, tolérante, bienveillante. Et peut-être qu'un copain ou une copine va dire « Est-ce que tu es sûr que tu as l'obligation de faire telle et telle chose, de croire telle ou telle chose ? Si c'est ton truc, bah c'est super. Mais si c'est pas ton truc et c'est un truc qui te pourrit la vie, bah... Pourquoi tu l'enlèves pas, quoi ? Eh ben voilà. Oui, ça te fait réfléchir. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Oui, apprenti, qui suis-je ? Apprenti, voilà, qui suis-je ? Donc toi, tu l'as bien longtemps passé, cette étape ? Oui. Tu as pu répondre à la question ? Oui, à peu près, oui, après. On n'est jamais parfait, mais oui. Bah, les gens qui font... Jean-Marc, qui tu es, par exemple ? Qui je suis, déjà, je suis franc-maçon, karatéka. J'essaye de rendre des services à ma mesure autour de moi. Et puis, moi, j'aime bien l'histoire. Alors, moi, je suis scientifique au départ, je suis ingénieur, mais j'aime bien l'histoire. J'aime bien aller farfouiller dans ce qui s'est passé dans le passé. Bon, voilà. Puis, j'aime bien essayer de dissoudre les obligations supposées qui enchaînent les gens. Par exemple, je suis en train de terminer un bouquin sur Adam et Ève parce que je pense que le péché originel, inventé par Saint-Augustin, a pourri la vie de plein de gens. Et encore maintenant. Voilà. Deuxième étape, c'est faire le pas de côté pour se voir soi dans le monde et donc voir les autres. Quelles sont mes relations aux autres ? Est-ce que parfois je ne suis pas manipulateur avec mon conjoint ou avec mes enfants ? Est-ce que je les entends correctement ? Est-ce que j'écoute ce qu'ils disent ? Est-ce que je n'ai pas des réponses préconçues envers le reste de l'humanité ? Est-ce que je n'ai pas des préjugés ? Tous les Noirs, ils sont comme ça, tous les Arabes, ils sont comme ça, etc. Oui. Tous les Juifs sont comme ça. Voilà. Bon. Donc, deuxième étape, c'est ma relation au monde. Et est-ce qu'à certains moments, on dit tous comme ça au départ, on a des préjugés, etc. Et de rencontrer des gens différents, je me dis finalement, ceux-là, ils sont différents de moi, mais c'est des êtres humains. Ils ont droit à mon respect. Je vais apprendre à dialoguer avec eux. Je ne serai pas nécessairement d'accord. C'est pas le problème, ça. D'accord avec tout le monde. Mais des fois, il y en a un qui va me dire un truc, je vais dire, tiens, j'avais jamais pensé à ça. Oui, j'avais pas vu les choses sous cet angle. Voilà, ça te fait voir les choses sous un angle différent. Voilà. Et donc, deuxième étape, c'est essayer de nettoyer cette relation à l'autre. Quand tu dis nettoyer, c'est la rendre saine, avec du plus respect. saine, plus de respect, plus de plaisir aussi. Oui. Avec mon conjoint, si j'ai un conjoint, être plus attentif à ce qu'il ou elle est, l'aider peut-être aussi certaines fois à progresser, mais sans le ou la manipuler. Sans avoir un complexe de supériorité, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est-à-dire essayer d'être plus propre, plus rigoureux,
plus attentif, plus respectueux envers l'autre. D'accord. Et donc m'en nourrir aussi. Eh oui. Si je méprise mon conjoint, si je le manipule, etc., c'est plus une personne. Et donc, je vais avoir moins de plaisir à vivre, y compris à faire l'amour, avec il ou elle. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est, bon, maintenant tu es à peu près dans tes baskets, Oui. tu sais à peu près qui tu es. Maintenant, tu sais interagir avec une collectivité, voilà, tu sais, te rendre utile en étant bienveillant, c'est etc. ça. Bon, ben maintenant, tu t'es bien formé, essaye de monter sur la scène. C'est-à-dire, essaye de faire quelque chose à ta mesure pour le reste de l'humanité. Voilà. Et alors, à ta mesure, hein, quand tu t'appelles Victor Schœlcher, que tu es homme politique, etc., tu abolis l'esclavage. Ah ouais, c'est pas mal hein, quand même. C'est un héros, quoi, quand même. Voilà. Ah ouais. Bon. Quand tu es Lucien Neuwirth et que tu es député gaulliste, eh ben, tu convaincs le général de Gaulle d'autoriser la pilule contraceptive. Alors, c'est intermédiaire, hein, c'est important, c'est pas tout à fait aussi important, enfin, de mon point de vue, pas tout à fait aussi important que l'abolition de l'esclavage, mais c'est très important. Mais c'est une avancée quand même pour la femme. D'avoir le choix, ou oui. pas d'ailleurs, de le prendre. Oui, absolument. On est obligé de la prendre. Bon. Mais quand tu es, comme moi, par exemple, actuellement, là, je suis un peu en difficulté, je peux aider quelqu'un à réfléchir. Je peux... Bon, voilà, quoi. Après, si j'ai pas de sous, pas de... etc., je peux aider la voisine, vieille dame en face qui a du mal à monter ses paquets, je monte ses paquets. Donc, alors, bien sûr, on va dire que ce n'est pas pareil d'abolir l'esclavage et de monter les paquets de la vieille dame en face. Si, quelque part, c'est pareil. Quelque part, c'est je rends service à ma mesure. Eh oui. Voilà. Et chaque fois que j'ai l'occasion, soit de faire un truc plutôt sympa ou un truc plutôt pas sympa, ben je prends le truc plutôt sympa. Et alors, pour faire un truc plutôt sympa avec l'autre, il faut être bien soi-même. Eh ben voilà. Alors c'est pour ça que la méthode... sujet est important. Voilà, c'est pour ça que, si vous voulez, un exemple que je prends quelquefois, c'est de dire le communisme, c'est, en principe, dans les principes, c'est de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Merveilleux. Mm-hmm. Merveilleux. À la base, c'est merveilleux. Le Christ aurait pu dire à peu près la même chose. Oui. Bon. Sauf que ça donne derrière Staline et le goulag. Quelque chose qui a déconné. Oui, là, il y a un petit souci. Là. Voilà. Bon, alors, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais si on avait eu des gens qui n'avaient pas le culte du pouvoir, de l'ego, s'ils étaient bien dans leur peau et bien dans leur morale, oui. Eh ben, ils n'auraient jamais fait ça. Non. Voilà. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est un objectif fondamental, c'est la philanthropie, au départ. C'est le premier mot qui est dans la constitution de la franc-maçonnerie. Enfin, en tout cas, de celle du Grand Orient dans laquelle je suis. Philanthropie. Mais avant de faire de la philanthropie, commence par t'occuper de toi-même et à être vraiment toi-même. Et puis, c'est la première étape. Deuxième étape, interroge ta relation à l'autre. Mm-hmm. En aidant la vieille dame en face ou en abolissant l'esclavage, tu vas t'apercevoir que, il y avait telle facette de ta personnalité que tu n'avais pas vue, et qu'il y avait telle facette de ta relation à l'autre que tu n'avais pas vue. Donc en fait, en faisant, c'est aussi une manière de se nettoyer soi-même. Mais tu as une bonne estime de toi, en plus, quand tu fais quelque chose comme ça. Est-ce que l'estime de soi, c'est important dans la franc-maçonnerie ? Je ne parle pas de l'ego. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de s'améliorer soi-même et d'améliorer la société. Oui. C'est toujours mais les quand deux tu trucs. Contribues à améliorer la société... on est très content. Tout le monde est très content. Voilà. Oui, tout le monde, oui. Voilà. Y compris celui qui est à l'origine. Celui qui l'a fait. Oui. Alors, c'est même plus précis que ça, il a fait son devoir. Alors, par exemple, en maçonnerie, alors, on peut le faire, hein, mais théoriquement, on ne le fait pas.
en réalité, on le fait. On ne remercie pas. Théoriquement, on ne remercie pas. Pourquoi on ne remercie pas? Parce que si tu as fait quelque chose de bien, c'est normal, c'est ton devoir. D'accord. Donc, tu as fait ton devoir. Donc, la satisfaction que tu as est suffisante. Donc, je n'ai pas à te remercier. Tu m'as rendu un service. Bon, moi, actuellement, là, j'ai un peu des difficultés à me déplacer. Sans doute que si je vais à une réunion, on viendra me chercher. Eh oui. Voilà. Mais je n'ai pas à dire merci, parce que si le frère ou la sœur a fait ça, c'est que ça lui faisait plaisir, parce qu'il m'aime. Vous s'appelez frère et sœur. Hein, on s'appelle frère et sœur, voilà. Parce qu'il m'aime. Et que ça lui fait plaisir de me rendre service. Bon, alors je lui dirais merci quand même. mais... Oui, mais tu vois, ça c'est un peu la contrainte qu'on a des fois à dire merci. Mais ça vient servir l'ego, le merci, finalement, un peu des fois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a des gens qui font des choses dans l'attente d'un retour de remerciement. Voilà. Alors, en franc-maçonnerie, en principe, il doit y avoir le moins possible d'ego. Alors, on ne peut pas enlever tous les égos. Mais tout est fait pour que l'ego soit, on va dire, maîtrisé. Alors, comment on le maîtrise? Comment tu sais que c'est l'ego qui intervient dans tes choix, par exemple, dans la vie quotidienne? Est-ce qu'il y a une astuce pour le déceler? Alors, on va le discuter. Il y a des symboles qui disent à l'inconscient, attention à l'ego. Alors, je prends un exemple. Le président d'une loge. Donc une loge, c'est 30-50 personnes. Oui. Voilà. Alors, le président, quel est son boulot? Il organise les réunions en fonction des propositions qui lui sont faites. Il dit, tel jour, on parlera de tel truc. Tel jour, on fera une cérémonie d'accueil, par exemple, des nouveaux candidats, des nouveaux, voilà. Et il a un deuxième boulot, c'est de faire en sorte que les tenues commencent en gros à l'heure, se terminent à peu près à l'heure, et se passent bien. Bon. Alors, le risque, évidemment, ce serait que ce gars-là, ou cette fille-là, se dise « Ah, c'est moi le chef ». Ok. Alors, la méthode maçonnique, elle met plein de garde-fous au cas où il prendrait la grosse tête. D'accord. Okay. Alors, première garde-fou, il n'a pas le droit de donner la parole à n'importe qui dans le groupe. Il a le droit de donner la parole à 1, 2, 3, 4, 5 personnes. D'accord. Les autres, pour leur donner la parole, il faut que ça passe par 2 autres personnes. Mais pas de lui. Mais pas de lui directement. Donc il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Ensuite, il y a un officier, c'est-à-dire un des membres de la loge, des animateurs de la loge, voilà, qui a 2 boulots, mais un boulot en particulier, c'est au cas où le président outrepasserait ses pouvoirs, ce gars-là, qu'on appelle l'orateur, ou cette fille-là, dit président, tu as outrepassé tes pouvoirs, j'arrête la réunion, instantanément. Et tout s'arrête. Alors après, on peut discuter plus tard s'il a raison, s'il n'a pas raison, etc. Mais si par extraordinaire, ça s'est jamais passé, je ne l'ai jamais vu. Oui, j'allais te poser la question. Jamais vu. Mais si par extraordinaire, un président décapsule, voilà, prenez ses désirs pour des réalités, oui, d'un coup, il sait que instantanément, il peut perdre tout pouvoir et la réunion s'arrête. Et il ne peut rien dire. Ah ouais, c'est bien ça. Hein. Ouais. Ce serait bien que ça se passe comme ça au niveau politique. Absolument. Là. Alors, un troisième truc, c'est que généralement, les mandats, c'est pas plus de 3 ans. D'accord. Donc un président, il n'est pas plus de 3 ans. Et après, il fait quoi? Il peut redescendre, c'est ça? Alors après, redescendre. Justement, il y a un office dans l'atelier qui est le plus humble possible. C'est le portier, celui qui ouvre la porte, ferme la porte. Ouais. On appelle ça le couvreur. Ouais. Et bien après 3 ans, ou 2 ans, enfin, de président, il est couvreur. Ah voilà, comme ça. C'est-à-dire, dans une boîte, le PDG, il est là 3 ans, et pendant 3 ans, il est personnel d'accueil. Oui, ça serait génial, ça. Voilà. Oui, voilà. Ça fait redescendre l'ego direct. Le gars, il est pape pendant 3 ans, et pendant 3 ans, il est nettoyant de l'église. Voilà. Bon. Donc, ça permet de... Ah oui, ça travaille sur l'ego, là, forcément. Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors ça, c'est un exemple. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Oui, parce que l'ego, tu vois, au niveau... Parce qu'on parle de créativité aussi, parce qu'il y a pas mal de créativité dans la franc-maçonnerie, notamment à travers les symboles, les mythes, vous les revisitez sans cesse, dans un cadre quand même, avec certains rituels. Oui, donc pour parler de l'ego, c'est souvent quelque chose qui freine la créativité des artistes au sens large du terme. Et en franc-maçonnerie, tous ces symboles et mythes que vous avez, est-ce que c'est quelque chose qui libère un peu plus chaque jour ou quand vous faites vos tenues, la créativité en général, individuelle et collective? Alors, bon, effectivement, un certain nombre de gens disent à quoi ça sert les symboles. En franc-maçonnerie, il y a énormément de symboles. C'est-à-dire, on trouve toujours des symboles qui vous parlent. Bon. L'idée est la suivante, et vraiment ça c'est 35 ans de maçonnerie, c'est pas le symbole qui est intéressant en soi, rien à foutre, l'équerre on s'en fout, le compas on s'en fout. Ça. Ce qui est intéressant dans le symbole, c'est une allumette pour allumer un feu. C'est-à-dire que ça va permettre de démarrer une réflexion, et ensuite, quand on sera arrivé dans les tripes de la personne, dans les questions qu'elle se pose, dans ses problèmes moraux, dans ses problèmes d'existence, etc., dans ses réflexions, qu'est-ce que je vais devenir, etc., l'allumette, on s'en fout. On s'en fout. Ça a servi à démarrer le feu et ensuite terminer. Okay ? Donc, on peut très bien avoir quelqu'un qui fait un exposé, qu'on appelle une planche, en partant de l'équerre ou du compas ou de n'importe quoi, du fil à plomb, voilà, et qui va terminer en parlant de lui. Mais oui. Et essayer de mieux se comprendre, de mieux se libérer, etc. Et en fait, à la fin, l'équerre, le compas, etc., on s'en fout. Et d'ailleurs, il y a un bric-à-brac, j'utilise un terme un peu péjoratif, mais il y a une foultitude de symboles différents. En franc-maçonnerie. En franc-maçonnerie. Donc, si celui-là ne me convient pas, j'en prends un autre, c'est pas un problème. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une planche, vous partez d'un symbole ? Pas nécessairement. Je peux faire une planche sur l'école laïque. Tu as écrit un livre sur l'héritage des Lumières. J'avais un article. Un article sur l'héritage des Lumières et les répercussions au XXIe siècle. C'était, il faut comprendre, d'abord il faut s'informer. C'est ce que disent les Lumières. Première chose, il faut apprendre, voir ce qui s'est passé. Ce qui est de plus en plus difficile parce qu'avec l'intelligence artificielle, on est capable de fabriquer des faux. Et puis, un certain nombre de dirigeants dans le monde considèrent que le mensonge fait partie des choses parfaitement normales. Voilà. Bon, donc, voilà. Nous, on dit, essayez de vous informer, vérifier vos sources pour savoir vraiment. Ça, c'est le premier point, s'informer. Deuxième point, comprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Qu'est-ce que ça a comme conséquences positives ou négatives ? En quoi je peux faire quelque chose, moi, à mon niveau ? Et puis, agir. Chacun à son niveau essaie de faire un petit quelque chose. Alors, le Grand Orient, qui est l'obédience, c'est-à-dire la fédération dans laquelle je suis, a une constitution. Alors, c'est comme la constitution française, ça donne les grandes règles, sauf qu'elle est très courte. Elle fait une page. Et elle dit, la franc-maçonnerie, elle est d'abord philanthropique, c'est-à-dire amour de l'humanité. Si quelqu'un dit, moi, les autres humains, j'en ai rien à foutre. Oui, il n'est pas franc-maçon, quoi. Il ne faut pas qu'il soit franc-maçon. Oui. Voilà. C'est pas interdit par la loi, mais chez nous, c'est pas comme ça. Voilà. Philanthropique. Philosophique. Alors, c'est pas philosophique au sens prof de philo, etc. C'est au sens amour de la sagesse. C'est-à-dire essayer de comprendre, essayer de préparer les moments difficiles, essayer de ne pas réagir par la colère,
essayer de comprendre, etc. Mhm. Ça, c'est philosophique. Et progressive. Progressive, c'est on essaye autant que faire se peut de faire en sorte que les choses évoluent vers le bien plutôt que vers le mal. Alors des fois, si la France est occupée par les nazis, à ce moment-là, il faut... Bon, les francs-maçons ont beaucoup été dans les circuits de résistance. Ils étaient résistants, oui. Voilà. Ils ont même été déportés, certains. Oui, beaucoup ont été déportés, bien sûr. Essayer de faire en sorte que ça aille plutôt mieux que plutôt moins bien. Les philosophes des Lumières, ils étaient francs-maçons ? Beaucoup. Enfin, beaucoup. Un certain nombre. D'accord. Un certain nombre. Alors, pas nécessairement tous, mais Voltaire a été franc-maçon, mais très peu de temps. Oui, parce que alors, ce qui vous différencie d'une secte, la franc-maçonnerie, d'après ce que j'ai compris, c'est que c'est quand même compliqué d'y rentrer finalement, mais très facile d'en sortir. Voilà, alors voilà, c'est ça. Ah bah oui, pour en sortir, il suffit d'envoyer sa lettre de démission. Oui, ce qui vous distingue d'une secte quand même. Ah oui, absolument. Parce qu'une secte, c'est compliqué d'en sortir, et puis t'es coupé... Une secte, si tu veux, on t'oblige ou on te manipule pour que tu crois un certain nombre de contenus. Oui. En maçonnerie, tu penses bien ce que tu veux. C'est-à-dire, la maçonnerie te donne un cadre de réflexion. Elle te dit, tu vas t'occuper d'abord de toi, après ta relation aux autres, et après tu essaieras de faire quelque chose pour le reste de l'humanité. Voilà, ça c'est franc-maçon. Bon. Après, elle dit, tu ne couperas jamais la parole à quelqu'un en loge. Ça c'est franc-maçon. Elle dit, si tu es président, tu feras 3 ans, après tu iras faire 3 ans portier. Voilà, ça c'est franc-maçon. Mais les contenus, il n'y en a pas. D'accord. C'est la liberté absolue de conscience. Alors il y en a un quand même, c'est tu ne pratiqueras pas le racisme envers le reste de l'humanité. Ouais. Voilà. Après tout le reste, tu as des gens de gauche, tu as des gens de droite. En franc-maçonnerie, il y a 1 à 2% de gens qui sont dans la politique. Il y en a eu dans beaucoup le temps, il y en avait avant. beaucoup plus. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, il y en a très peu. Un homme politique de droite et un homme politique de gauche, ils ne vont pas être d'accord. Ok. Mais 1, ils se respectent. 2, le plus souvent, l'homme politique de droite, il dira « Ouais, là, c'est sûr que mon parti, il est un peu excessif là-dessus. » Bon, mais ceci dit, je suis dans le parti, donc je suis bien obligé de défendre la ligne. Mais de toi à moi, bon... Et celui de gauche, ça peut faire pareil. remettre en question, du coup, leur positionnement, des fois, par rapport à ce que vous aurez étudié en planche. Oui, c'est-à-dire, symboliquement, c'est de dire, il y en a un, il pense bleu, et l'autre, il pense vert. Et puis, ils discutent ensemble, et à la fin de la discussion, celui qui pense bleu, il pense toujours bleu, mais il dit, ouais, mais de temps en temps, un tout petit peu de vert, c'est pas idiot. Ouais. Et celui qui pense vert, il dit, ouais, c'est vert, mais de temps en temps, un tout petit peu de bleu serait pas idiot. Voilà. Ah, c'est déjà une avancée. Ah bah ouais. Énorme. Hein. Bah voilà. Bah, typiquement, Lucien de Wirth, celui qui a obtenu de Gaulle la pilule contraceptive, il appartient au RPR de l'époque. Je ne sais plus si c'était l'UDR ou... Enfin, c'est-à-dire il appartient au parti gaulliste de l'époque, dont la très grande majorité était contre. Eh oui, il a mis un peu de vert, lui. Et ben voilà. Son propos. Et ben voilà. Ah oui. Et ben voilà. Et du coup, il a obtenu de Gaulle que de Gaulle donne le feu vert. Ce qui fait qu'une partie des partis de droite a voté pour, la gauche a voté pour, et donc ça a été obtenu. C'est une invention, c'est créatif ça, de changer comme ça. Bah oui. Et puis ça améliore la vie. Voilà. Ça coûte rien en plus. Vous êtes plutôt là pour améliorer la vie des gens, voilà. Pas pour la pourrir. Voilà. Parce que vous n'avez pas trop bonne presse, des fois, les francs-maçons. Soit on vous voit comme des sectes, soit comme des regroupements secrets ou, tu vois, manipulateurs. Il y a un peu cette image. Les grands détracteurs, c'est l'Église catholique. Alors pourquoi ? Parce que... Ils vont prendre cher les cathos là. Non mais c'est vrai. Alors c'est même plus compliqué que ça parce que au XVIIIe siècle, le grand maître, c'est-à-dire l'animateur principal, pendant pas loin de 30 ans, c'est un ecclésiastique catholique. C'est le comte de Clermont qui est abbé de Saint-Germain et donc la franc-maçonnerie française, pendant 30 ans, 28 ans, enfin un truc comme ça, au XVIIIe siècle, c'est un catho qui la dirige.
Et avec ses influences catholiques, du coup. Ouais. Où il essaye de... Oui, bah, ouais, enfin, après, le grand maître, enfin, il est pas si puissant que ça. Oui, parce qu'en fait, il y a des grades, c'est ça? Oui. Toi, tu es numéro 32, c'est ça? Ah non, oui, alors, non, ça Non? c'est. Si tu veux, la franc-maçonnerie, essentiellement, c'est 3 grades. D'accord. Apprenti, compagnon, maître. C'est travailler sur soi, travailler sur l'autre, faire quelque chose. Voilà. Ça, c'est la franc-maçonnerie. Voilà. Après, il y a des parcours parallèles pour les gens qui ont envie, mais c'est autre chose. Ah, c'est ce que tu fais, toi. Tu as un parcours parallèle. J'ai aussi un parcours parallèle. Voilà. Mais bon, et ce parcours parallèle, comment ça s'appelle? alors, il y en a tout un tas. Moi, c'est un truc qui s'appelle le rite écossais ancien accepté, sauf qu'il n'est pas d'origine écossaise, bien sûr, d'origine française. Voilà. Alors, en maçonnerie, il ne faut pas s'attacher aux mots, hein, parce qu'il y a des grades qui portent des noms super ronflants. Et en fait, mais qui n'ont rien à voir finalement dans le... Non, voilà. Hein, bon. Et les maîtres, ils sont éventuellement maîtres un peu d'eux-mêmes, mais en tout cas pas maîtres de qui que ce soit d'autre. D'accord. Voilà. Hein. Il y a un mot de la Constitution qui dit « Au sein des réunions maçonniques, tous les maçons sont placés sous le niveau de la plus stricte égalité. » Même le maître. Même le maître. Oui, oui. Peux-tu donner un exemple de créativité collective en loge qui t'a marqué? Oh oui, on avait fait une tenue avec 7 loges différentes sur le thème de la fraternité. Oui. C'est-à-dire chaque loge avait travaillé sur ce que ça signifiait pour elle, fraternité, des hommes, des femmes, etc. Et ensuite, il y a eu une grande réunion où chaque loge a délégué quelqu'un pour raconter ce qui s'était dit sur la fraternité. Et c'était honnêtement très beau. Et puis fraternité, c'est une valeur essentielle dans la franc-maçonnerie. Ah oui, ah oui. Et elles ont des noms, les loges? Oui, chaque loge a un nom. C'est quoi le nom, toi, de ta loge? Alors, la mienne actuelle, alors, la précédente, j'ai changé de loge. La précédente, c'était Frères Unis Inséparables. Et c'était une loge qui datait de 1775. Ah oui. Dont on pense que Louis XVIII avait été membre. D'accord. Bon, voilà. On pense, mais... Parce que tu peux changer de loge comme tu veux. Oui. C'est toi qui fais C'est la toi demande? qui décides, oui, voilà. D'accord. Parce que... Tu as envie d'aller voir un peu, d'apprendre d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes. Voilà, c'est ça, exactement. Et l'actuelle, alors, elle porte un nom un peu bizarre, c'est Union et France. Alors, pourquoi Union et France? C'est un peu bizarre. Au départ, c'était 2 petites loges qui s'appelaient Union Socialiste et France Socialiste. Et puis, comme elles étaient trop petites, elles ont dit on va fusionner. Voilà. Et donc, c'était Union Socialiste et France Socialiste. C'était un peu Union long. et France, c'était plus court. Donc, ils auraient pu appeler ça Union et France Socialiste. Mais bon, c'est Union et France. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est la loge de laquelle Voilà, à laquelle je suis. Voilà. Et quand on rentre en franc-maçonnerie, donc tu nous as dit le but, c'est de travailler sur soi. Oui. Et toute cette avancée-là, par quels outils vous arrivez collectivement à faire avancer chaque personne? Alors, il y a 2 outils principaux. Le premier outil, c'est les tenues solennelles, c'est-à-dire des réunions organisées avec un rituel. Alors pourquoi un rituel? Moi, je prends toujours l'exemple du karaté, puisque j'ai fait beaucoup de karaté dans ma vie. Quand tu arrives à un entraînement de karaté, tu ne montes pas immédiatement sur le truc, tatami. Et puis boum, boum, boum. Parce qu'on arrive de la vie courante, on s'est peut-être engueulé avec quelqu'un dans le métro, etc. Notre patron nous a fait chier, etc. Bon, voilà. Et donc, on arrive, on a un peu les boules. Ouais. Donc, si on commence à se taper dessus avec les boules, on va se faire mal. Ouais. D'accord? Donc, on arrive, déjà, on change de vêtements. Ouais. On met un kimono avec une ceinture. Bon, ensuite, quand on arrive sur le tatami, on salue. Ensuite,
on se met en rang. Ensuite, il y a des ordres. On s'assoit, enfin, on se met à genoux. C'est Seiza. Ensuite, il y a un moment de méditation, Moksho. Voilà, qui dure 1 minute. Ensuite, Moksho Yame, on arrête la méditation. Ensuite, on se salue 3 fois. Et après, on va commencer. Donc, il y a un sas de décompression qui dit en gros, bon, attends, on n'est pas dans le monde extérieur où on se cartonne, où on ne se respecte pas, où on s'insulte, etc. Là, on est... On fait redescendre voilà. la tension. Cool, Raoul, cool. Voilà. En maçonnerie, c'est pareil. Ça s'appelle le rituel. Et donc, c'est exactement pareil. Alors, ce n'est pas les mêmes gestes, mais c'est la même idée. C'est de dire... Alors, par exemple, on a des décors, exactement comme les karatékas. Ils ont un kimono et une ceinture. Vous avez un costume avec une écharpe. Alors, et une écharpe. Oui, une écharpe. Une écharpe et puis un tablier. On change de peau, quoi. Voilà, c'est ça. C'est de dire, les mecs, les filles, on n'est plus dans le monde où on va se critiquer, se couper la parole. On est dans la gestion des émotions, là, et on se recentre. Voilà. Cool, Raoul. Cool. Donc, il y a des petits rituels comme l'écharpe et puis, ça prend 10 minutes. Alors, c'est un peu plus long qu'en karaté, mais pas beaucoup plus long. Et simplement, il y a un certain nombre de mots qui sont toujours les mêmes, comme en karaté. Ouais, comme en karaté. Qui sont en français, en latin Qui sont en français. En français. Bon, en karaté, c'est en japonais. Oui. Mais là, c'est en français. Et c'est toujours les mêmes, partout. Alors, partout dans le rite qui est utilisé par le Grand Orient, un des rites, le rite dans lequel je pratique. Mais si je vais dans une loge à Marseille ou à Lille, du même rite, j'aurai exactement les mêmes mots. Mais pas la même chose aux États-Unis, si tu vas aux États-Unis. Alors, pas la même chose aux États-Unis. Oui. Entre autres, on lit le premier article de la Constitution, celui qui dit « Philanthropie, philosophie et progressive ». L'histoire de remettre un peu les compteurs à zéro. Voilà, rappeler toujours les grands principes. Oui. Une chose très importante, c'est que tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'agression. On ne se coupe jamais la parole. Si je veux prendre la parole, je lève la main. Il y a 2 membres de l'atelier qui sont là pour voir qui veut prendre la parole, qui note dans l'ordre et qui donnera ensuite la parole dans l'ordre. Du premier qui a levé la main. Voilà. Donc, si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, si ça se trouve, je pourrais prendre la parole 2 ou 3 interventions plus tard. Donc, j'aurai eu le temps de me... redescendre. Voilà. Et puis, d'écouter les 2 autres, peut-être, qui vont dire te faire changer ton avis. Et puis... Et c'est ça qui est créatif, du coup, là, pour le coup. C'est... Comme outil, tu vois, de laisser poser un peu. L'idée, c'est de dire, si on s'engueule pas, et on s'engueule pas, ça surprend d'ailleurs beaucoup les gens, des gens d'opinion très différentes ne s'engueulent pas, ils discutent, mais ils ne s'engueulent pas. Et si on peut organiser ça, c'est bon pour tout le monde. Ah oui, c'est bien dupliquer ça hors de la franc-maçonnerie. Dans les entreprises, si tu avais la possibilité qu'il n'y ait pas, si tu veux, quand il y a des avis divergents, qu'il n'y ait pas conflit, mais qu'il y ait discussion, le fonctionnement de l'entreprise serait meilleur. Mais pour qu'il y ait une réelle discussion, il faut que derrière, il y ait une réelle écoute aussi. Dans une loge, tant qu'on n'a pas la parole, on ne prend pas la parole. Donc tu es obligé d'écouter. On écoute. Et d'ailleurs, la première année, pour bien que ça rentre dans les habitudes de la personne, l'apprenti ne prend pas la parole. Il écoute. Il écoute uniquement. Et donc, au bout de 1 an et demi, 2 ans, où on a pris l'habitude d'écouter et ne pas réagir, « Ah non, c'est pas ça !» À chaud. À chaud. On apprend à écouter. Quand je prends la parole, je dois m'adresser
au président et non pas aux membres de l'atelier. Avec lequel tu n'es pas forcément d'accord, c'est ça? Voilà, c'est ça. Suppose que tu n'es pas d'accord avec un qui pense bleu, alors que toi, tu penses vert. Mmh. Donc, si je m'adresse à lui, je risque de me laisser aller à dire « penser bleu, c'est complètement con ». Ah oui, alors que si tu passes par un intermédiaire... Si je passe par le président qui n'a rien dit, lui... Qui est neutre, du coup. Je ne peux pas lui dire « Ah, t'as dit bleu ». Ben non, il n'a rien dit. C'est comme les thérapies de couple, hein. On passe par un psy pour régler le problème. Et ben voilà. Donc lui, je vais lui dire « Je pense vert parce que ceci, ceci, cela ». Et l'autre, le bleu, il va dire « Je pense bleu parce que ceci, ceci, cela ». Toujours en s'adressant au président. Au président. Mais jamais en direct. Voilà. Mais du coup, j'ai aucune raison d'avoir de l'acrimonie envers le président. Il n'a rien dit. Il se contente de donner la parole, etc. Oui, donc ça enlève déjà de l'agressivité que tu pourrais avoir sur certains... Et comme, de toute façon, je n'ai pas l'autorisation. Alors, j'ai toutes les autorisations de parler, pour autant qu'on m'ait donné la parole. C'est ça. J'ai demandé la parole, on me l'a donnée, à mon tour. Mais je ne peux pas réagir. Lui, je pense que ce qu'il dit, c'est des conneries. Je ne peux pas dire « Ah ben non, c'est des conneries ». Et non. Et tu as un temps pour parler une fois qu'on te donne la parole défini? Non, sauf... Alors, personne n'a le droit de couper la parole. Sauf deux choses. Si un membre a pris la parole et ça fait 10 minutes qu'il cause, et que s'il continue longtemps, plus personne ne pourra prendre la parole. Donc à ce moment-là, le président, très respectueusement, lui dit « Mon frère, je suis vraiment désolé, mais l'heure avance, et si on veut que d'autres frères et sœurs puissent prendre la parole, je te demanderai de conclure. » Oui. Voilà. Et le frère ou la sœur, il conclut. Oui. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Ça arrive notamment chez les vieux frères, vieilles sœurs, qui ont des fois tendance à se laisser entraîner. Oui. Bon. C'est très intéressant ce qu'ils disent, mais il faut que tout le monde puisse causer. Oui. Et puis, ça, alors je ne l'ai jamais vu, mais ça peut arriver, si quelqu'un dit, les Noirs, il faut les foutre en tôle, les Arabes, il faut les foutre, etc. Bon, ça ne se produit jamais. Mais là, le président a le droit d'interrompre. Ah oui. Donc quand il y a des propos trop contre la liberté individuelle. Contre l'humanité. Contre la pensée maçonnique. Oui. Contre les fondements maçonniques. Oui, c'est ça. Alors, il y a des trucs marrants, mais qui sont symboliquement très importants. Il y avait comme ça un frère qui arrive au plateau où on prend la parole, et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il a dû penser que ce qu'il avait préparé, c'était pas bien, ou etc. Et où il a eu un coup de trac, ou etc. Et il avait la parole, et il n'a pas parlé pendant 5 minutes. Donc imagine, tu as 30 personnes, comme ça, tu en as un qui est censé parler, il dit rien. Et personne ne dit rien. Et personne ne dit rien. Parce que c'est son moment de parole. Il a la parole, c'est ça. Alors, si ça avait duré 20 minutes, le président aurait dit « Mon frère, conclue. » Conclue. Non, mais c'est ça. Est-ce que tu voudrais bien conclure? Parce qu'il faut pouvoir donner la parole aussi aux autres membres de l'atelier. Mais personne a moufté. C'est son temps de parole, il dit ce qu'il veut, et si dire ce qu'il veut, c'est rien dire, c'est son temps de parole. C'est incroyable, ça. Ça, c'est fantastique. Parce que le silence, c'est fort. Hein. Oui. Ah bah, je vais te dire... Je ne sais pas quel sujet c'était, mais... Tu te dis, merde, il y a quelqu'un qui ne va pas supporter et qui va craquer. Exploser. En l'occurrence, personne a manifesté quoi que ce soit. Parce que là, c'est même pas couper la parole, ça serait couper le silence, en vrai. C'est vrai. Oui, c'est ça. Mais ça serait bien, finalement, si tout ce que tu viens de me dire était appliqué partout, par tout le monde. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Il faudrait être tous francs-maçons dans l'idéologie, là. Écoute, moi, si j'y suis depuis aussi longtemps, c'est que ça a rencontré un certain nombre de mes valeurs.
Et dans les entreprises, je pense que Attention le micro. certaines réunions doivent s'inspirer de principes francs-maçons. Oui, rien que pour ça déjà, dans les entreprises. Ouais. Parce que qu'on soit franc-maçon ou non, finalement, c'est les valeurs qui sont à l'intérieur qui sont intéressantes. Après, on peut être très bien pas franc-maçon et appliquer Absolument. aussi ça. Absolument. Moi, je ne suis pas, par exemple, franc-maçon. Bien sûr. Et j'ai discuté avec un SDF à la gare, là, parce que mon train avait du Très bien. retard. Eh ben voilà. Il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que tu vas dire, qui avaient peut-être des a priori sur la franc-maçonnerie, et qui finalement vont se dire, bon, bah, moi, ça, je le fais sans être franc-maçon. Alors, c'est ce que les francs-maçons appellent les francs-maçons sans tablier. C'est l'expression franc-maçonne. C'est-à-dire les gens qui partagent absolument nos valeurs, Oui, mais qui ne sont pas... Alors, parce que les francs-maçons, ils ont un tablier. d'accord. Pour rappeler qu'il faut travailler. Oui, Voilà. Parce que maçon, voilà. les bâtisseurs, faut Voilà. faire. Puis il faut faire, il faut travailler. Il faut travailler sur soi, il faut travailler sur le monde. Il ne faut pas rester oisif. Il ne faut pas dire « Oh, c'est la rien merde, faire. je n'en ai rien à foutre. » Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça il y a Le tablier. symboliquement le tablier. Ouais. Ça veut dire tu bosses On se met au travail, comme quoi. tu peux, chacun à son niveau, mais tu fais quelque chose. C'est bien comme psychothérapie. En plus, ça coûte moins cher qu'un psychologue parce que parlons d'argent. Oui. Du coup, on n'a pas évoqué ce sujet pour entrer en franc-maçonnerie. 400 balles de cotisation annuelle. Voilà. C'est-à-dire le prix d'un club de sport. On va croire qu'on est en train de vendre. Non, mais devenez franc-maçon. Pas du tout. Non, c'est juste un comparatif. C'est le prix d'un club de sport. Oui, c'est ça, oui. Donc, il n'y a pas. C'est pas élitiste. Non, c'est pas élitiste. Simplement, faut avoir envie de réfléchir sur soi-même et sur le monde. C'est tout. Et de le partager avec des frères et sœurs. Et de le partager avec des frères et sœurs. Parce que... C'est-à-dire, si je m'intéresse qu'au football, c'est très bien le football, hein. Moi, j'aime beaucoup le football, hein. Ou le karaté, moi, voilà, toi, c'est ta spécialité. Mais si je ne m'intéresse qu'à ça, et pas du tout au monde, à ma vie profonde, etc., bon, je vais me faire chier dans les réunions, quoi. Hein. Oui, ça va vite tourner en boucle. Voilà. Bon, donc il faut que j'ai envie de m'intéresser à, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est l'homme, qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est d'être heureux, qu'est-ce que c'est le sens de la vie. C'est quoi pour toi un homme heureux? Pour toi, individuellement parlant? Bah, moi, j'attache beaucoup d'importance au jugement moral sur ma vie. En gros, alors, je ne suis pas parfait, hein, voilà. Et puis j'ai évidemment fait des conneries, mais pas trop grave. À une époque, là, j'étais en très mauvais état physique et le pronostic vital était engagé, et donc j'ai réfléchi sur le fait de mourir. Ouais. Et donc j'ai fait un peu le bilan. Voilà. Je me suis dit, oh, ça aurait pu être mieux, mais c'est pas si mal. Voilà, c'est ça le truc. Mais c'est quoi qu'aurait pu être mieux alors? Quand tu dis ça aurait pu être mieux, mais c'est pas si mal. J'aurais pu être plus philanthrope, avoir une action plus déterminée. Oui, encore plus que ce que tu as déjà fait. C'est ça. Alors j'ai fait plein de trucs pour des gens, mais j'aurais sans doute pu faire plus. On peut toujours faire plus. Voilà, mais bon, comme tu dis, on n'est pas... Et puis il faut être aligné au moment aussi où tu fais les choses. Oui, puis avoir l'énergie, puis avoir, etc. Et puis, on a ça dans le rituel maçonnique, c'est faites bien ce que vous êtes capable de faire. Oui, pas s'inventer quelque chose. Si j'essaye de faire des choses bien, mais au-delà de mes capacités, je risque de merder. Être heureux, c'est avoir des amis, avoir une famille, et après essayer de faire... Enfin, moi, je suis heureux si les gens que j'aime sont heureux. Oui. Voilà, le grand principe. Et si la société dans laquelle tu vis est plus ou moins heureuse, bon, ça c'est plus dur. Mais... Alors voilà, donc la société, elle va pas bien, mais
Tu penses qu'elle va pas bien, pourquoi, toi? Voilà, je ne vais pas rentrer dans les trucs, mais, Non, mais en deux mais en mots. gros, si les 150 000, 160 000 francs-maçons qu'il y a en France, ils font tous un petit quelque chose, ça pourrait être moins pire. Ah oui. Ça pourrait être Donc, il faudrait qu'il y ait un investissement un peu plus... Oh, ils font tous, mais ils font ce qu'ils peuvent. Et si tu veux, chacun fait ce qu'il peut, mais... Parce que 150 000, c'est pas mal quand même. Ah oui, oui. Donc, si tu veux, ils font tous, mais si tu veux, guerre en Ukraine, tu peux avoir 150 000 francs-maçons français qui disent c'est dégueulasse, ça va pas changer les choses, tu vois. Non. Même Alors, par rapport à la Palestine. Même par rapport à la Palestine. Alors c'est pareil, le Grand Orient a condamné, mais le gouvernement français aussi a condamné. Mhm. Et puis, si tu veux, les mécanismes sont tels, les mécanismes de pouvoir. Les entreprises, Trump, il a des pouvoirs que 150 000 maçons français n'ont Non pas. pas, oui. Et donc, ce que tu peux faire, c'est faire en sorte que ce soit un peu moins pire. Il y a beaucoup de francs-maçons qui sont dans Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, etc. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais à partir du moment où tu as un État qui dit le droit international, j'en ai rien à foutre. Eh oui, là, forcément. Alors, on n'a pas vocation, si tu veux, à monter une armée. Eh bien, surtout pas. Bah c'est voilà, pas dans vos valeurs. Pour aller défoncer sa gueule. tronche, quoi. Et ben voilà. Et ben voilà. Alors, si tu veux, les francs-maçons, ils ont une approche grise, pas noir ou blanc. C'est-à-dire... Oui, nuancé. Ouais, c'est-à-dire, si tu veux, un certain nombre de groupes politiques disent c'est tout ou rien. Donc, on fait la révolution, on casse tout, voilà, et après, ce sera le monde parfait. Voilà, bon. Ça, on a vu, avec le recul, il y en a eu des phases comme ça où on a tout cassé. Et ben voilà. Et alors, les francs-maçons, ils disent, bon, ça, on a l'impression que ça marche pas, et donc, nous, on fait le petit quelque chose, chacun, enfin, le maximum qu'on puisse faire pour que ça aille un peu mieux, un gris clair plutôt qu'un gris foncé. Mm-hmm. Voilà. Et la règle, enfin, de ce que je retire de tout ce que tu as dit, c'est déjà balaye devant ta porte et sois heureux toi-même. Oui, oui. Alors ça c'est vraiment maçonnique parce que quand on prend les problèmes de pédophilie, etc. dans l'Église, les mecs qui ont eu des comportements abjects avec des enfants ou des femmes, etc., par ailleurs, ils avaient une action caritative qui était sans doute pas mal. Certains. Ah oui, bah comme l'abbé Pierre, par exemple. L'abbé Pierre. Voilà. Typiquement, voilà. Mais il n'a pas bien balayé devant sa porte. Eh ben voilà, c'était une crapule sur le plan sexuel. Bah ouais, oui. Et c'était un héros sur le plan social. C'est quand même mieux d'être bien tout seul plutôt que d'être un héros social, non? Et ben voilà. Enfin, je pense à choisir. Oui, non mais c'est ça. Mais donc, ce que disent les francs-maçons, c'est exactement ce que tu disais. Balaye devant ta porte d'abord. Essaye d'être libre et heureux. Et après, on parlera de ce que tu peux faire dans le monde. Voilà. De toute façon, s'il n'y avait que des gens heureux, finalement, et bien dans leur basket, il n'y aurait peut-être quand même pas toutes ces guerres, non? Quand tu es heureux, tu aimes bien que les gens autour de toi soient heureux. Et ben voilà. Finalement, tous ces gens, ces Trump et compagnie, là, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? J'aimerais bien les interviewer un jour, tiens, savoir la notion qu'ils ont du bonheur. Exactement. Ben, c'est comme quand on choisit ses amis. On choisit ses amis parce qu'ils partagent nos valeurs. Exactement. Donc la franc-maçonnerie, c'est un peu... voilà, vous dites frères et sœurs. Voilà. C'est un peu comme plein d'amis qui partagent les mêmes valeurs et où on peut discuter sans être forcément d'accord sur tous les sujets, quoi. C'est ça, voilà. Mais tu es sûr que... Marie dit quelquefois, on est sûr de pas, quand on retourne une pierre,
de ne pas avoir Un scorpion, serpent. un serpent de Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que un franc-maçon, il te sortira jamais une horreur raciste. Et si par extraordinaire, ça s'est jamais passé, mais si par extraordinaire, quelqu'un sortait quelque chose qui de est limite, contraire aux valeurs de la maçonnerie, tu lui dirais, attends mon frère, ma soeur, t'as entendu ce que t'as dit là? Tu peux le redire, peux, voilà. écouter ce que tu dis. Et là, normalement, la personne dit, oh excuse-moi, vraiment je me suis égaré. Déconne, il faut que je réfléchisse là vraiment, voilà. Non, je déconne. Et le fait de réfléchir sur les différences, je trouve ça aussi positif, parce que souvent on a des préjugés, ou les racistes, souvent, ou les xénophobes, le sont parce qu'ils ont peur de la différence, en fait. Oui. Donc, le fait de côtoyer des gens complètement différents, forcément, ça va dans ce sens-là, d'être ouvert d'esprit. Absolument. Et de mieux comprendre l'autre. Donc là, parlons de la France et de la franc-maçonnerie libérale. Oui. Il faut bien distinguer, oui. C'est très important, oui. parce que ce n'est pas du tout les mêmes valeurs sur certaines choses quand même. Non. Il faut se souvenir quand même que le Ku Klux Klan a été fondé par un franc-maçon. Ah oui. Américain. Ah, ils n'ont pas fait que l'abolition de l'esclavage. Ouais. Alors, l'abolition de l'esclavage, c'est en France. Oui, bien sûr, en France. Avec une franc-maçonnerie libérale. Alors, il y a plein de francs-maçons américains qui sont des gens super bien. Ah j'espère bien, oui. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En fait, c'est comme une grande société, finalement. Il y a des bons et des mauvais partout. Voilà. Donc, on ne peut pas trop dire les francs-maçons, c'est tous des cons ou c'est tous des gens qui font partie du Ku Klux Klan, parce qu'à côté de ça, il y en a qui ont participé à l'abolition de l'esclavage en France. Voilà. Et puis, il y a deux grandes familles. De maçons qui ne partagent que les origines au XVIIIe siècle, voilà, et un certain nombre de rituels. Voilà. Mais mis à part ça... Après, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs. Moi, je ne serai jamais membre d'une loge relevant de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Merci beaucoup pour toutes ces réponses à mes questions. Donc finalement, ce n'est pas une secte. On a beaucoup communiqué sur la franc-maçonnerie, parce qu'il y a des rituels, des choses qui ne sont pas secrètes mais discrètes. Donc voilà, ça a fait un peu parler. Les stars s'en sont un peu servis aussi pour faire un peu de la com, tu vois, avec le triangle, etc. Mais finalement, c'est juste une réunion de personnes qui veulent un peu participer à faire avancer la société de façon la plus humaine possible et dans le respect. Voilà, comme il peut y avoir peut-être d'autres associations qui sont comme ça. Mais celle-là est très ancienne et c'est pour ça qu'elle est connue aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis retape-toi. Hein. Oui. On va essayer. Bisous. Bisous.